Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Merci de répondre au rendez-vous du journal de ce 3 mai 2022. Les principaux titres pour commencer. Le Burundi a perdu plusieurs militaires en mission en Somalie. Les Al-Shabaab ont attaqué leur camp tôt ce matin. Une cinquantaine y ont péri. Le 3 mai, journée de la liberté de la presse. Au Burundi, la situation de la presse est déplorable depuis 7 ans. Dans ce journal, vous suivrez des journalistes burundais exerçant leur métier dans le pays et en exil. Et enfin, à l'appel du président à participer aux prochaines élections, le mouvement Red Tabara répond qu'il faut d'abord négocier les préalables aux élections crédibles. Voilà pour le sommaire. À la présentation, vous êtes avec Inès Kakiza. Bonjour et bienvenue. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par cette triste nouvelle. Plus de 50 militaires burundais de la MISOM ont été tués tôt le matin de ce mardi au cours d'une attaque à la bombe des Al-Shabaab perpétrée dans leur camp situé dans la région de Selbaraf. Les informations en provenance de certains militaires burundais de la MISOM indiquent que cette localité pour le moment sous le contrôle des Al-Shabaab. Le point c'est avec Emmanuel Niyungeko. Ces militaires burundais de la Timis, alors à MISOM, attaqués par les rebelles Al-Shabaab vers 4 heures du matin de ce mardi, sont ceux du camp base d'opération avancée FOB en sigle, situé dans la région de Serebalaf, 750 km du nord de Mogadiscio, la capitale somalienne. Les sources de la RPA au sein des troupes burundaises de la MISOM font savoir que cette attaque a été menée par un groupe d'au moins 400 rebelles Al-Shabaab. À ce moment, selon les mêmes sources, ces rebelles ont d'abord lancé une bombe sur son camp, suivi de plusieurs tirs. Ces rebelles ont alors envahi son camp et l'ont assiégé. Au moins 59 militaires burundais auraient été tués et 100 autres ont été dispersés, y compris leurs responsables. Plusieurs objets militaires ont été également saisis, ajoutent les mêmes sources. Jusque dans l'après-midi de ce mardi, son camp était sous le contrôle des éléments du mouvement Al-Shabaab. C'est la première attaque perpétrée sur les troupes de l'Union africaine et de la MISOM qui a pris le nom d'Atimis depuis le mois d'avril de l'année en cours. À propos de cette attaque, la rédaction de la RPA a contacté le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, mais bien qu'il ait décroché son téléphone portable, s'est réservé de tout commentaire. Et politique à présent sans transition, je viens de vous le dire dans les titres, le mouvement Red Tabara réagit à l'invitation du président Évariste Ndayishimiye à participer aux élections législatives de 2025 et aux présidentielles de 2027 dans un communiqué de ce mardi. Ce mouvement armé rappelle que tout Burundais voudrait participer aux élections dans son pays si toutes les conditions sont réunies pour éviter des mascarades électorales et des crimes que le CNDD-FDD commet durant les élections. Justine Noari, porte-parole du Red Tabara, de souligner que des élections doivent être inclusives. Les conditions pour des élections crédibles en 2025 et 2027 ne sont pas du tout réunies. L'environnement sécuritaire et politique, l'absence d'espace démocratique pour les partis politiques, les médias et la société civile, les incessantes violations des droits de l'homme, l'absence d'une véritable justice, etc., tout cela ne permet pas d'envisager des élections démocratiques, libres, inclusives et transparentes. Deuxièmement, les préalables pour que de telles élections soient possibles sont nombreuses, et c'est cela qui doit faire l'objet de négociations, mais elles sont évidemment en relation avec ce que je viens d'évoquer sur l'absence des conditions pour des élections crédibles. Le Red Tabara a tenu à préciser que cette réponse aux propos du président Ndayishimiye ne signifie pas que le mouvement est menacé sur le champ de bataille, en témoigneraient les militaires burundais, a déclaré le porte-parole du mouvement armé Red Tabara.
C'est toujours le journal Page Droits de l'Homme. L'affaire de la détention du docteur Sahabo Christophe reste entourée de mystères après 32 jours de sa détention dans les cachots du Service national des renseignements. Aucune communication officielle ne filtre, même si l'endroit où il est détenu au sein du SNR reste tenu secret. Un officier des renseignements qui s'est confié à la RPA indique que les détails sur son sort pourront être connus d'ici le retour au bureau des deux émissaires du régime qui étaient partis en Suisse pour en savoir plus sur l'actionnariat étranger au sein de Kira Hospital, dont le docteur Sahabo était le directeur avant son arrestation. Un retour qui était prévu ce dimanche, selon des informations en notre possession. Ces deux personnalités sont le commissaire innocent Alfred Mousseremou, officier des renseignements qui a arrêté le docteur Sahabo, et Charles Ndagijimana, actuel directeur général de la Sokavu et nouveau président du conseil d'administration, imposé par le régime après l'arrestation du docteur Christophe Sahabo. Et toujours aux droits de l'homme, un habitant de la colline Gihamagara en commune Itaba de la province Gitega a été sévèrement battu par son patron pour avoir tardé à lui remettre le versement. Jusqu'aujourd'hui, l'auteur du forfait libre et la victime est dans un état critique depuis un mois. Sa famille demande que la justice soit faite. Elvis Niomongere pour plus de détails. La victime s'appelle Jean-Claude Maniakiza. Il travaille dans un restaurant appartenant à ACT Gasongo. Selon nos sources, c'est ce dernier qui l'a battu à mort à l'aide d'un fer à béton. Cet habitant qui est témoin de la scène nous parlait de la genèse du conflit. Gasongo est l'employeur de Claude. Les deux s'étaient mis d'accord que Claude devrait donner le versement pendant la journée et non le soir. Mais ce jour-là, Gasongo est venu récupérer le versement la nuit. Par la suite, Jean-Claude a refusé de le lui donner, lui rappelant leur convention. C'est ainsi que Gasongo s'est jeté sur lui et l'a tabassé à l'aide d'un fer à béton. Il a vraiment amoché. Il a été sauvé par les gens qui étaient de passage. Ce sont ces derniers qui l'ont évacué vers l'hôpital de Kiwouye, puis à celui de Butani. Mais là aussi, ils n'ont rien pu faire pour lui, car il était dans un état très critique. Habituellement, les membres de la famille de Jean-Claude déplorent le fait que l'auteur de ces bastonnades est toujours à liberté. Alors qu'ils ont saisi la justice et l'administration locale, ils regrettent aussi que le nommé Gasongo n'a pas honoré son engagement, notamment en ce qui est de la société en médicaments et en nourriture. Ce Gasongo avait accepté de le nourrir et de se charger de toutes les dépenses relatives aux soins. Mais par après, il a tout arrêté, arguant qu'il a déjà dépensé beaucoup d'argent. Donc, il fait cela parce qu'il est très proche du commissaire communal. C'est même ce dernier qui s'est opposé à l'arrestation de Gasongo. Donc, pour justifier cela, ce commissaire a dit à la famille de Jean-Claude qu'il n'a pas le droit de procéder à une arrestation pendant la nuit. Ainsi, Gasongo se cache pendant la journée et revient le soir, partager de la bière avec ce commissaire qui le protège. La famille de Jean-Claude demande à la justice de sortir de silence et de rétablir Jean-Claude à ses droits. Elle demande aussi à ce que le nommé Gasongo soit puni conformément à la loi. Vous saurez que pour le moment, Jean-Claude Maniakiza est toujours arrêté et se trouve dans un état critique. Merci Elvis Niomongere. Plus de 70 anciens employés de la Braroudi crient à l'injustice car licenciés sans respect de la loi et relative. Bientôt une année qu'ils ont été renvoyés sans avoir eu les indemnités telles que prévues par la loi. Ces anciens travailleurs de la Braroudi demandent au président de la République de les aider car la Braroudi n'entend pas leurs revendications. Eric Nionzima. Ces travailleurs qui demandent à être indemnisés sont environ au nombre de 73. Ils prestaient dans l'entreprise Braroudi. Selon eux, après un an de licenciement, ils n'ont pas été dédommagés. Notre source ajoute que, dans l'état actuel de chômage, ces travailleurs commencent à être chassés de leur logement, faute de moyens, et les enfants ne vont plus à l'école à cause du manque de minerval. Le 1er mai, fête des travailleurs, nous trouvent dans la rue. Ces familles sont là à être échappées des maisons. Même ces indemnités de licenciement sont dérisoires. L'employeur les a récupérées puisqu'il y a soustrait les dettes contractées. Nous traversons une période difficile. Les prix ont flambé. Certains anciens travailleurs sont chassés de leurs maisons et les enfants abandonnent l'école. Lors du versement des indemnités de licenciement,
licenciement, déclare une de nos sources, il a été observé des injustices. Ces indemnités de licenciement ont été perçues suivant le bon vouloir de l'État. Ils nous ont licenciés le 31 juin et le versement de nos indemnités a été caractérisé par une injustice notoire. Ils nous ont indemnisés comme bon leur semble et sans respecter la loi. Ces travailleurs lancent un appel au chef de l'État pour qu'ils se saisissent de la question. De leur côté, quand ils interpellent leurs anciennes entreprises, ils n'obtiennent pas de réponse. Les dirigeants de la Brarodi sans succès. Merci à toi aussi Eric Nyondima. Une courte pause avant d'entamer la partie réservée à la Journée mondiale de la liberté de la presse. Célébration le 3 mai de la Journée internationale de la liberté de la presse. Cette date proclamée en 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de soutien aux médias qui sont des cibles pour la restriction ou l'abolition de la liberté de la presse. Dans le classement mondial sur la liberté de la presse établi cette année, l'organisation Reporters sans frontières signale que la polarisation des médias est un facteur d'intensification des tensions. RSF explique que la banalisation des circuits de désinformation provoque un accroissement des clivages internes aux États. Cette journée internationale dédiée à la liberté de la presse est célébrée au moment où plus de 100 journalistes burundais vivent encore en exil dans différents pays du monde. Ces derniers indiquent qu'ils vivent dans des conditions difficiles socialement que professionnellement. Marie-Ange Irakodze nous fait le point. Au moment où ce 3 mai, le monde entier célèbre la Journée internationale de la liberté de la presse, les journalistes burundais en exil indiquent qu'ils vivent depuis 2015 une situation difficile. Innocent Valentin Singirangabo, journaliste à la radio publique africaine, nous parle du combat qu'il mène pour pouvoir survivre en exil. Concernant la vie des journalistes en exil, voilà, nous menons une vie franchement très difficile. Par exemple, moi, je suis en exil depuis 2015, juste après les troubles causés par le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Alors, concernant la vie que je mène en exil, c'est franchement difficile. Je suis ici en exil, j'ai perdu mes deux sœurs qui sont mortes et j'ai pas pu aller au pays pour les enterrer. Voilà, ça me touche beaucoup lorsque tu es journaliste et marié, étant en exil comme ça. Nous rencontrons des difficultés causées par la vie qui a changé. La vie a totalement changé en exil. Ces difficultés que nous menons dans la vie sociale, ça nous touche également dans la vie professionnelle. Quelquefois, il nous semble difficile pour traitement de différents sujets. Tout ça, ça nous affecte. La vie difficile que nous menons en tant que journaliste en exil, oui, comme je le disais, ça nous affecte beaucoup. Nous menons, je dirais, deux combats. Il y a la vie sociale, il y a la vie professionnelle. Tout ça, ça affecte les journalistes dans le métier. Malgré ces multiples difficultés, ce dernier affirmait que les journalistes en exil font tout leur possible afin de continuer à être au service des Burundais, notamment en ce qui est de les informer sur la situation qui prévaut au pays. Malgré toutes ces difficultés, Dieu est toujours à côté de nous pour nous aider à continuer à mener notre vie professionnelle du journalisme. Nous parvenons à aider la population burundaise pour continuer à rédiger des infos, continuer à travailler, quitte à ce que nous restons toujours la voix des sans-voix. Nous défendons donc la population en donnant l'information qui est vérifiée pour que la population qui se trouve au Burundi puisse être informée de tout ce qui se passe dans leur pays. La population qui se trouve au pays, c'est cette population qui est notre œil, notre source d'information. Certaines sources nous appellent, nous disant, voilà, vous qui êtes à l'extérieur du pays, essayez à travailler sur ce sujet. Quelquefois, nous apprenons qu'il
il y a des vies qui sont sauvées suite à notre travail. Malgré les difficultés, nous continuons à survivre comme des journalistes. Vous saurez que certaines familles restées au pays font également face à ce genre de déchirement. Nous citerons entre autres les familles de nos confrères décédés en exil et qui n'ont pas pu venir les accompagner à leur dernière demeure. Il s'agit des familles de feu Prosper Ndissavira dit Osso, ancien journaliste de la radio RSF Bonesha FM, et celle de feu François Bizimana, ancien journaliste de la radio Culture. Que le bon Dieu qui les a tant aimés les garde dans son royaume. Et certains des journalistes burundais qui opèrent sur le territoire national trouvent que la liberté de la presse souffre énormément dans le pays. Ce journaliste, dont la voix a été modifiée pour des raisons de sécurité, explique que les médias qui ne sont pas proches du pouvoir ont du mal à bien fonctionner. À ce qui concerne la liberté de la presse ici au Burundi, je trouve qu'on rencontre beaucoup de difficultés. D'abord, si tu ne travailles pas dans la radio ou bien dans un médium qui est très proche du pouvoir, c'est difficile de trouver des réactions de la part des officiels. De deux, il y a aussi le manque du professionnalisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médias. Beaucoup. Le CNC donne l'autorisation des métiers ou bien de travail sur la territoire burundaise pour montrer qu'il y a la liberté de la presse, alors que c'est faux. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du développement communautaire, qui a créé un groupe où il y a tous les porte-paroles des institutions et aussi avec des journalistes. Mais actuellement, tous ces journalistes qui travaillent pour les médias privés ici au Burundi ont été retirés par le même créateur du groupe. Aujourd'hui, ils invitent les journalistes sans même souligner de quoi ils vont parler. Nous, en tant que journalistes qui sommes encore ici au Burundi, nous avons eu le courage de continuer à travailler ensemble, mais en sachant que le budget a été radié ici au Burundi par le ministère de l'Intérieur, on a essayé de créer un groupe aujourd'hui qui est fonctionnel pour voir comment trouver un cadre de dialogue en tant que journalistes burundais qui sont sur le territoire burundais. Mais le jour où on a fixé la date de rencontre à la maison de la presse, il y a la documentation qui nous a chassés. Et aujourd'hui, on est comme ça. On n'a pas de cadre de dialogue, on n'a rien. Alors, difficile de me dire qu'il y a la liberté de la presse aujourd'hui ici au Burundi, alors que même si on aille sur le télé, on aille chercher de l'information, mais il y a des fois où on refuse de chercher ou bien d'enquêter sur un téléphone. Il y a même des journalistes aujourd'hui qui travaillent timidement. Il y a des journalistes qui ont été emprisonnés, qui ont été marmenés, qui ont été intimidés. Alors, comment tu peux me dire qu'aujourd'hui il y a la liberté de la presse ici au Burundi, alors que la situation reste inquiétante? Et on demande aujourd'hui de nous laisser tranquilles, de travailler comme les métiers nous exigent, d'informer les gens. Imaginez comment tu peux me dire que aujourd'hui, il y a le cas inquiétant du Dr Sahab, mais personne, aucun médium ici au Burundi qui a travaillé sur ce cas. Alors, comment tu peux me dire que il y a la liberté de la presse? Non, c'est inquiétant et ça devient de plus en plus dire, voir les discours des officiels, voir les interventions les uns des autres, c'est tout, ça part du gouvernement. Alors, je pense qu'il y a toujours une grande montagne à surmonter pour avoir la liberté de la presse ici au Burundi. Merci. Les professionnels des médias burundais de leur côté précisent que la situation de la liberté de la presse est toujours mauvaise au Burundi depuis la crise politique en 2015, quand certains médias indépendants ont été détruits par le gouvernement et plusieurs journalistes contraints à l'exil. Innocent Muhodzi, président de l'Observatoire de la presse burundaise, souligne que même les médias autorisés à travailler dans le pays ne peuvent pas travailler sur des questions sensibles du pays. Suivez plutôt Innocent Muhodzi, il est également directeur de la télévision Renaissance. À l'occasion de la célébration de la journée internationale de la liberté de presse, la situation de la liberté de presse au Burundi est désastreuse. Elle n'a pas bougé. Elle est toujours aussi mauvaise depuis 2015, la nuit du 13 au 14 2015, quand ces médias ont été attaqués par la police, l'armée, qu'ils ont été détruits, qu'ils ont été brûlés et qu'ils ont été occupés par la police depuis cette époque-là pour certains, dont la RPA et Télé Renaissance. Ceux qui ont été réouverts, Bonesha et Sanganiro, ont été réouverts, mais sous des conditions extrêmement difficiles qui les empêchent de travailler sur des questions les plus sensibles du pays, c'est-à-dire des exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les tortures, les spoliations diverses et variées des différents citoyens, les pillages des ressources de l'État, etc. C'est des questions sur lesquelles ils ne sont pas autorisés à travailler. Quand ils y travaillent, il y a des suites
d'intimidation. Plus d'un ont été convoqués par les services de renseignement, d'autres ont vu leur matériel confisqué parce qu'ils étaient allés dans des reportages sur ce type de questions. Donc dans la situation du Burundi actuelle, il n'y a vraiment pas de changement à part ce semblant de changement qui n'est que formel, mais qui, quant au fond, interdit aux gens de faire leur travail comme ils le faisaient avant la crise de 2015. Les journalistes qui sont partis en exil, donc la centaine de journalistes qui sont en exil, ont continué à travailler malgré tout. Ils ont sauvé leur vie, ils ont sauvé aussi leur métier, ils ont sauvé quelque part une portion de liberté de presse et d'expression en continuant à travailler librement sur les questions majeures qui préoccupent les citoyens burundais, que ce soit les questions de sécurité justement, les questions des droits de la personne humaine, les questions de disparition forcée notamment, la corruption, etc. C'était Innocent Muhozi, président de l'OPB et directeur de la télévision Renaissance. Et c'est par son intervention que nous mettons point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. À la prochaine.